Dans cette édition spéciale du podcast Sage Transition, nous rencontrons Catel Maguet. Elle nous livre avec beaucoup de sincérité et d'authenticité la manière dont elle a fait face à son cancer en stade 3, les étapes par lesquelles elle est passée, mais aussi comment chacune de ces étapes l'a construit vers la définition de sa nouvelle mission. Sage Transition, le podcast des défis de la vie, présenté par Brigitte André. Bonjour Catel. Alors, je te retrouve maintenant et c'est vrai que nous, on s'est retrouvés d'abord dans un parcours dans le trajet, un trajet que j'animais pendant le Covid en 2020. C'était un trajet de 8 semaines en ligne et tu as suivi les 3 premières semaines et à un certain moment, tu nous as dit, excusez-moi, mais je ne peux pas continuer le parcours avec vous. Et nous, on n'a pas très bien compris sur le moment même ce qui s'était passé, mais qu'est-ce qui s'est passé là pour toi? Je venais de recevoir le diagnostic de cancer colorectal de stade 3 et que je devais commencer les traitements au plus vite. C'est ça, mais donc un cancer quand même assez bien avancé déjà. Oui, avancé avec vraiment le besoin de commencer les traitements au plus vite et pas le temps d'attendre ou de faire autre chose. Et c'était un vrai choc parce que je ne m'y attendais absolument pas. C'est ça. Et donc, ce choc, ça t'a mis dans quel état, en fait? Comment tu t'es senti au moment de l'annonce? C'est peut-être une question spéciale, mais... C'est comme un état de sidération. En fait, je n'ai pas vraiment compris. Je pense que mon cerveau s'est bloqué à c'est un cancer, c'est un stade avancé, il faut commencer les traitements au plus vite. L'entretien initial avec le médecin a duré 1 heure avec l'infirmière et finalement, je m'en souviens très peu. C'est vraiment quelques mots. Je me souviens de ces mots-là, traitement, cancer avancé. C'est un choc traumatique, en fait, que tu as vécu là. Oui, tout à fait, parce que ma vie était en danger. C'est ça. Et en plus, tu dis que c'était pendant le Covid et que donc, tu as vécu les choses d'une manière très renfermée sur toi. Qu'est-ce qui s'est passé là, à ce moment-là? Je me suis sentie vraiment, en effet, très isolée, très seule. J'étais avec mon ami, mais ma famille n'a pas pu venir. Je suis rentrée rapidement en traitement, donc aucun contact avec l'extérieur. Donc, on a vraiment passé quasiment 2 mois sans voir personne. En fait, je faisais juste les allers-retours à l'hôpital et j'étais très isolée. Et j'étais vraiment spectatrice de ce huis clos médical où je ne voyais personne d'autre. Et j'ai vraiment subi ces moments-là, ces 2 premiers mois. Ces 2 premiers mois d'intense, c'est de la chimiothérapie intense, c'est ça? Très intense, où tu étais affaiblie. Et bonne nouvelle quand même, c'est que au mois de juillet, le 10 juillet exactement, le médecin t'annonce qu'il est possible qu'il n'y ait plus de tumeur. Ouais, et ce qui est important, c'est que voilà, la tumeur était située à un endroit difficile, donc ça voulait dire opération, mais opération compliquée avec voilà, une longue convalescence et que si on pouvait l'éviter, c'était vraiment la meilleure nouvelle qui pouvait m'arriver, sauf qu'on n'en était absolument pas sûr. C'est aussi le problème de la médecine, hein, c'est pas une science exacte, donc c'est pas noir ou blanc. Les examens n'étaient pas concluants, on savait pas en fait. Et c'est là pour la première fois où le chirurgien, donc c'était le médecin qui m'accompagnait, m'a demandé mais qu'est-ce que vous voulez faire? Là, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Bonne question. Et il manquait un examen en fait, pour être vraiment sûr. Et c'était le vendredi. Donc, on a programmé des examens pour le lundi après-midi. C'était la première date, tout en sachant qu'il fallait que je sois prête pour l'opération du 14 juillet. Donc, tout s'est enchaîné. Et sur le week-end, j'ai lu toutes les publications qu'il pouvait y avoir sur le sujet, en fait, sur le fait de se faire opérer, même s'il n'y avait pas de tumeur, parce que voilà, il y a quand même un risque. Et c'est là où je me suis rendu compte que je suis une scientifique, j'ai des connaissances, je peux m'approprier mon propre cas, en fait, et prendre mes propres décisions avec l'aide, bien sûr, de l'équipe médicale, mais j'avais vraiment mon avis à donner et que je pouvais me baser aussi sur ce que je connaissais et ce que je pouvais lire. Oui, tu dis que c'est un moment de bascule pour toi dans tout ce traitement qui a duré quand même 4 ans. Oui, je me suis rendu compte que finalement, je n'étais pas juste une patiente, que j'étais aussi une scientifique, une statisticienne, que j'ai l'habitude en fait de lire des publications scientifiques, je connais le vocabulaire, parce que c'est vrai que quand on nous annonce un cancer, il y a tous ces termes qu'on ne connaît pas, il y a tous ces traitements, et en fait, il n'y a pas une chimio, il y en a des dizaines, il n'y a pas qu'une opération, tous les cas sont uniques, et c'est ça qui est difficile à gérer au départ. Et je pense que les premiers mois,
j'étais spectatrice et que j'ai repris en main, je suis devenue actrice de mon Hmm, parcours de santé. c'est ça. En fait, il y a quelque chose d'important qui s'est passé parce que le médecin t'a redonné un petit peu les rênes. C'est ça. Et je pense qu'il l'avait fait avant, mais que j'étais pas prête à les C'est prendre. ça. Et que là, je me suis dit, ben non. Ça faisait un an, en fait, un peu plus d'un an et demi que j'avais eu le diagnostic de cancer. Donc j'avais passé ce stade-là aussi de la sidération. Je reprenais un peu de force. Et oui, je pense que c'est ça qui m'a aidée. Et tu te sentais aligné à nouveau Oui, c'est ça, ouais. parce qu'il t'avait redonné ta part de responsabilité dans la suite des opérations quelque part. C'est ça, c'est vraiment le mot. Oui, c'est le mot. Se faire opérer ou pas. Oui, c'était un choix que je devais. Bah, finalement, j'avais le mot final et je l'ai pris et on a choisi d'annuler l'opération. Donc là, en fait, ce que tu te disais, c'est que probablement il n'y a plus de tumeur. Et donc, avec tout ce que tu avais lu, ben, il n'y avait pas de raison que tu te lances dans l'opération. Ouais. Et malheureusement, quand même, un an plus tard, qu'est-ce qui se passe? C'est une autre bascule pour toi. Qu'est-ce qui se passe? On voit sur les contrôles que j'avais tous les 3 mois que la tumeur revient, qu'elle est là. Elle est à un stade précoce, mais ça change rien. En fait, il faut quand même que je me fasse opérer. Donc là, j'ai plus le choix, mais je me sens beaucoup plus prête. Et on avait prévu de partir en voyage en Australie pour fêter justement le fait que j'étais voilà, en rémission. Et la date d'opération tombait en plein milieu de notre voyage et on a discuté avec le chirurgien qui était tout à fait d'accord pour décaler l'opération pour nous laisser partir. Oui, et tu es parti où? On s'est fait un road trip en Australie. On a loué un 4x4 avec une tente. Et d'habitude, je planifie toujours les voyages. Euh, je sais toujours ce que j'ai envie de voir. Et là, c'était tellement irréel parce que j'ai eu l'impression jusqu'au dernier moment qu'on n'allait pas pouvoir partir, que j'avais rien préparé, qu'on n'avait rien préparé. Et on a vécu au jour le jour. Et on a profité sans réfléchir au futur. On était vraiment dans le moment présent. On a vécu des moments extraordinaires. J'imagine. Oui, parce que là, comme tu me l'as dit quand on a préparé, pour toi, l'aventure, le voyage, c'est quelque chose d'essentiel. Et donc, tu as pu, grâce à finalement à la bonne volonté des médecins, faire ce voyage, quoi qu'il en soit. Tu racontes qu'il y a vraiment eu beaucoup d'expériences. On pourrait faire un podcast rien que sur ce voyage, je Ouais. pense. Mais il y a quand même une nuit qui est importante et c'est la fameuse nuit des crocodiles. Comme je disais, on n'avait rien préparé. On vivait un peu au jour le jour. Et comme on était quand même en période du Covid, il y avait des campings de fermés. On s'est retrouvés une nuit à devoir camper près d'une rivière. Et quand la nuit est tombée, on s'est aperçu que la rivière était pleine de crocodiles, mais qu'il était trop tard pour nous pour partir ailleurs, en fait, trouver un endroit un peu plus sûr. Et là, je me suis rendu compte que bah oui, ma vie est en danger par rapport au cancer, mais aussi par rapport à ces crocodiles, et ça m'a fait vraiment relativiser. Euh, la nuit était assez courte ou assez longue, je sais pas, parce qu'on s'est posé quand même beaucoup de questions, mais ça m'a permis aussi dans les moments avant l'opération ou après l'opération de me dire bah, j'ai survécu à la nuit des crocodiles, je peux bien survivre au reste. C'est ça. Donc là, tu as vécu avec intensité, mais tu as relativisé. Et donc, comment est-ce que tu es revenu alors après ce voyage en Australie? Qu'est-ce qui avait changé pour toi? Bah, je suis Dans ton revenue mindset, peut-être, oui. Je suis revenue déjà en pleine forme physique. J'étais Mm. préparée pour l'opération physiquement parce que c'est une très grosse opération avec une longue convalescence et je savais que si j'arrivais le plus en forme physiquement et aussi mentalement, je me suis préparée comme si c'était une compétition en fait cette opération et ça a changé les choses parce que l'opération ça a duré 8 heures et j'ai été réopérée en fait une deuxième fois 6 semaines après et une troisième fois encore 6 semaines après. Et je pense que sans ce voyage-là, j'aurais pas été aussi en forme. C'est important ce que tu dis parce que tu dis, je me suis préparée à cette Oui, opération comme une compétition. Tu peux nous en dire plus là-dessus parce que tu as aussi repris ton rôle de patiente, mais de patiente qui est active dans sa guérison. oui, c'est ça. Je m'étais aussi renseignée sur les études. Les études montrent en fait voilà, les 6 semaines avant une opération sont clés pour arriver le plus en forme possible, améliorer son état physique général et aussi mental. Le fait d'avoir ces souvenirs-là incroyables. Ouais, j'avais les musiques d'Australie, on a été plongé avec les requins-baleines et les raies mantas, et j'avais fait imprimer en grand ces photos-là. Donc, je suis partie avec
Je les avais dans mon téléphone, je les avais dans la chambre, affichés au bout du lit. Euh, et voilà, et ces moments-là, à chaque fois que ça n'allait pas, que j'avais mal, je me reconnectais vraiment à ces moments-là où j'avais voilà, vécu des choses très fortes. Et ça m'a aidé à traverser cet été difficile. C'est une magnifique symbolique, hein, ce que tu expliques là. C'est finalement ce que tu vivais d'intense là-bas. C'était comme si tu te battais contre ton cancer ou comme aussi tu relativisais pour être beaucoup plus en forme mentalement. Oui, tout à fait, ouais. Le mental joue un rôle clé et on n'en parle pas suffisamment. On pense souvent Mm. au physique, être en forme physiquement, mais le mental, se faire accompagner, se faire aider, ne pas rester seul, c'est clé. Et je pense que c'est là aussi ce qui a changé pour moi après ce voyage, c'est que j'ai rejoint aussi des communautés de patients. Mm. J'étais beaucoup moins isolée et c'est beaucoup plus facile quand on est entouré. Mais oui, effectivement. Mais donc, si on revient à cette date, effectivement, du 27 juin, c'est pas pour rien d'ailleurs qu'on fait notre podcast maintenant et qu'on va le lancer le 27 juin, parce que le 27 juin 2022, tu as commencé ta première opération et elle a été quand même suivie de pas mal d'opérations après. Au total, il y en a eu 7, c'est ça? Oui, j'ai été opérée 7 fois. Mhm. Donc la dernière opération date du mois de janvier, donc c'est encore récent. Et ça fait en effet 2 ans que je suis en rémission. Tout à fait. Ouais. Mais alors, ce que j'aime bien alors, ce que j'aime bien dans ton parcours, et je mets entre guillemets parce que j'aurais préféré que tu n'aies jamais à vivre ça, évidemment, Catel, mais c'est que tu saisis comme ça les situations et tu me racontais qu'en 2023, à l'été, par hasard, qu'est-ce qui s'est passé par hasard qui t'a encore plus mis sur ton chemin? Il y a 2 choses qui se sont passées. J'étais beaucoup plus présente sur les réseaux. J'ai commencé à poster mon histoire pour commencer à sensibiliser. Et j'ai participé à une étude chez les jeunes patients diagnostiqués d'un cancer colorectal pour les Pays-Bas où j'habite. Et la chercheuse voulait lancer l'étude en France, mais ne trouvait personne qui parlait anglais. Et c'est là que je lui ai proposé de mener l'étude parce que voilà, c'est des choses que je sais faire et que j'aime faire. Donc j'ai mené l'étude et c'est là que je me suis rendu compte que je pouvais vraiment combiner mon expertise scientifique avec mon expérience de patiente et en faire quelque chose et faire quelque chose qui avait du sens pour moi. C'est ça, comme tu dis, hein, c'est vraiment faire quelque chose qui a du sens pour toi, parce qu'à partir de ce moment-là, comme tu dis, tu as voulu, tu as commencé à partager sur les réseaux sociaux, parce que tu t'es donné une mission à ce moment-là, tu as ressenti qu'il y avait quelque chose à faire, et c'est quoi finalement ce que tu as envie de faire après ce parcours? Bah, il y a vraiment pour moi une mission de sensibilisation, donc sensibiliser les personnes au cancer colorectal. Mais aussi le personnel médical, parce que moi j'ai eu un retard de diagnostic de quasiment 1 an, et ça arrive à de nombreux jeunes, en fait, enfin, jeunes de moins de 50 ans, parce que le Mhm. colorectal touche plutôt les personnes de plus de 70 ans, mais on voit une recrudescence des cas, et les médecins ne sont pas formés à ça. Et la population n'est pas non plus sensibilisée à ça. Et pour moi, voilà, voilà, je trouve que j'ai un rôle à jouer là-dessus. Et ma deuxième mission, c'est vraiment d'améliorer le parcours patient parce qu'il y a énormément de choses à faire au niveau de la qualité de vie, au niveau de la prise en charge et surtout sur la période après les traitements parce qu'on pense souvent qu'une fois les traitements passés, on va pouvoir gentiment reprendre sa vie d'avant. Et en fait, c'est pas du tout le cas parce qu'il y a beaucoup de changements, que ce soit physiques ou mentaux, qu'on a envie de donner aussi plus de sens à sa vie. On a envie d'être plus aligné. Et c'est une période qui est bouleversante et on est souvent laissé seul parce qu'on n'a plus de traitement. On voit les médecins tous les 3 ou 6 mois. On a un quart d'heure, une demi-heure avec eux, mais on ne parle pas de ça en fait. Il n'y a pas d'accompagnement spécifique. C'est ce que tu mets aussi dans le parcours du patient, c'est qu'il y a un pendant, enfin, le moment du diagnostic, la prise en charge, et puis après, il y a quand même un après. C'est ça aussi que tu dis, c'est qu'il faut recommencer à vivre après. C'est ça. Alors le cancer, normalement, après, enfin, une fois qu'on est en rémission, il y a un suivi pendant 5 ans. Euh, Mhm. donc, c'est très dépendant du type de cancer, mais il y a ce suivi-là. Mais c'est plus souvent des examens médicaux qu'on va faire tous les 3 ou 6 mois. Il va y avoir quelques questions sur bah, comment vous allez, mais c'est en gros, bah, reprenez votre vie, reprenez votre travail,
Mais je pense que c'est difficile de reprendre quelque chose quand il y a un tel, je veux dire, accident de vie qui nous arrive, une telle épreuve. Moi, ça va faire 3 ans et demi quand même que ça a commencé. Je ne suis plus du tout la même personne et je peux pas reprendre ce que je faisais avant. En fait, j'ai envie d'une nouvelle page, j'ai envie d'un nouveau chapitre et qui soit beaucoup plus aligné avec qui je suis aujourd'hui. Et effectivement, ce nouveau chapitre, finalement, tu l'as découvert tout au travers de tes expériences malheureuses, dures, parce que tu as quand même, ça n'a pas été une guérison facile, hein, ça a été vraiment parsemé de toutes les embûches qu'on peut imaginer dans ton cas. Oui, j'ai eu des complications après quasiment chaque opération. On a fait des choix en fait en décembre l'année dernière pour que j'ai une meilleure qualité de vie, mais il y avait des risques. Et j'ai eu de nouveau des complications après l'opération de décembre. Donc là, cet hiver, j'ai vraiment douté de nos choix, parce que c'est vrai que je dis non, c'est vraiment avec l'équipe médicale, hein. Mais c'était vraiment un choix que j'ai fait en conscience de me faire réopérer. Et finalement, j'ai repris confiance en moi au moment où j'ai pu recommencer à voyager. Comme quoi, c'est vraiment une partie de moi. Et au mois de mars, je suis partie à Londres pour un congrès scientifique. J'étais à 5 semaines et demie après l'opération, donc c'était un peu court. C'est tellement avec ce que j'ai envie de faire, de participer à ces congrès, de donner une voix aux patients en fait, qui ne peuvent pas prendre la parole, que c'était important pour moi et que ça m'a aidé à guérir et aller plus vite dans ma convalescence. Il y a aussi un congrès en Italie, si j'ai bon souvenir. Oui, alors l'année dernière, je suis allée présenter mon expérience lors d'un congrès de chirurgie oncologique et je me suis posé la question en fait quand j'ai après avoir assisté aux premières conférences et je me suis dit mais qu'est-ce que je suis, qui suis-je aujourd'hui pour prendre la parole devant cette assemblée de chirurgiens? Je suis statisticienne donc je sais ce que c'est qu'un graphe, je sais ce que représente un point et finalement moi je suis qu'un point sur ces graphes. Et puis, je me suis dit que finalement, bah, je suis là pour donner la parole à tous ces petits points qui ne peuvent pas parler et pour qu'on soit vraiment ensemble et que on puisse faire avancer tous ensemble la recherche et tout ce qui va avec, c'est-à-dire la qualité de vie après un cancer. Oui, oui, c'est une très belle compréhension de ta place dans le monde, en tout cas, que tous ces éléments-là t'ont amené. Et puis alors, il y a quand même, parce que là maintenant tu reviens tout droit d'un stage qui est proposé par la fondation, par une association qui s'appelle l'association Hope. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, ce séjour, je l'avais réservé il y a plusieurs mois, vraiment en me disant que ça allait m'aider, mais je pense que j'avais pas vraiment saisi en fait combien ça allait m'aider à me transformer, à me libérer en fait de tout ce que j'avais accumulé au cours de ces 3 ans et demi. C'est quoi ce stage? Alors ce stage, donc c'est entièrement pris en charge par l'association Hope qui propose un accompagnement avec de l'équithérapie et de l'art-thérapie. Donc c'est 12 femmes ensemble touchées par un cancer, quel qu'il soit. Donc pas seulement les cancers du sein, parce que souvent c'est ce qui se passe dans ce type d'association. En fait, c'est souvent par type de cancer et quel que soit le stade du parcours, en fait, de l'annonce au post-traitement. Et le fait d'être ensemble, on se rend compte qu'on est plus fortes, qu'on est toutes magnifiques avec nos cicatrices, qu'elles soient visibles ou invisibles. Et ça nous permet aussi de nous remettre en mouvement grâce aux chevaux qu'elle a En danse. selle. Ouais, se remettre en selle, le pied à l'étrier. Qu'est-ce que vous avez fait pendant ce stage, par exemple, et qui t'a fait vraiment du bien et qui t'a permis de te reconnecter à la personne que tu es aujourd'hui? Bah, du premier jour justement à la découverte avec les chevaux, d'avoir cette peur d'approcher les chevaux qui sont quand même assez grands, assez imposants, alors que j'avais perdu confiance en mon corps, en tout ce que je pouvais faire. Moi qui suis une exploratrice, rien que d'aller jusqu'au stage, en fait, ça a été une épreuve pour moi. Parce que voilà, j'ai passé plus de temps à l'hôpital ces derniers mois qu'à faire vraiment ce que j'aime faire. Et je ne savais plus en fait si je savais faire, si mon corps était capable. Et on a passé beaucoup de temps avec les chevaux. Ça a été très en douceur, progressivement, jusqu'au dernier jour où on a pu remettre le pied à l'étrier. D'abord sur un simulateur pour vraiment voilà, reprendre confiance. Et puis finalement, après, avec le cheval avec qui on avait passé le plus de temps et avec qui on avait créé cette connexion. Et ouais, ça donne une confiance incroyable. On est
capable de faire beaucoup plus que ce qu'on pense si on est bien accompagné. C'est ça. Et ça, c'est un accompagnement justement après tout le processus médical qui était très important pour toi. Et en fait, là, encore avec ta capacité de saisir ce que la vie t'offre, ben, tu as encore pu développer un de tes talents dans ta nouvelle mission de vie. Est-ce que tu sais nous en parler un petit peu? Bah, l'association Hope, en fait, offre les stages. C'est-à-dire que les femmes accueillies sont entièrement prises en charge financièrement, donc elles n'ont rien à payer, sauf que l'association aujourd'hui a besoin de fonds. Et je me suis dit que j'avais envie d'aider justement Hope pour avoir des fonds. Et on a lancé une campagne sur les réseaux sociaux pour ça, en fait. En plus avec des photos magnifiques et qui nous confrontent à une réalité qu'on ne connaît pas toujours. Mais moi, personnellement, aujourd'hui, je ne la connais pas encore, mais c'est vrai que ce sont des photos qui nous réveillent un petit peu. Et c'est magnifique que tu saisisses tout ça. Aujourd'hui, si tu devais faire un petit peu, regarder ce parcours avec un œil différent, tu dirais quoi de ce parcours de 4 ans quand même, hein? Ouais, c'est long et c'est court à la fois, Ouais. mais j'en ressors alignée. Voilà, j'ai appris à me connaître. Ça n'a pas été facile, mais je sais aujourd'hui ce que je veux faire, quel est mon rôle aussi. Et j'arrive à combiner tout ce qui m'est arrivé aussi avec mon parcours professionnel et mon parcours en tant que patiente. J'arrive à les combiner pour aujourd'hui être une patiente engagée sur de nombreux projets. Et c'est quelque chose qui m'anime vraiment, pour lequel je suis devenue une militante engagée. C'est ça. Et donc, une militante vraiment pour améliorer la vie de toutes les personnes qui vivent cette tranche-là, cet épisode de vie quelque part. Alors, c'est vrai que nous, on a préparé longuement cet entretien. On a dû faire des élagages importants parce que voilà, c'est tellement riche ton parcours et le regard que tu poses dessus. Mais dans tout ce qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'on n'a pas dit que tu voudrais dire là maintenant? Qu'aujourd'hui, je suis là pour prendre la parole, en fait, pour toutes les personnes qui ne peuvent pas, que ce soit pour le milieu médical, pour l'entreprise, vraiment de sensibiliser et de déconstruire les idées reçues que l'on peut avoir sur le cancer, avec je dirais, une touche d'humour et décomplexée. J'ai pas envie voilà, de faire les choses sérieusement et pas non plus de façon triste, en fait, parce que je crois que ce que je retiens dans mon parcours, c'est des moments très forts, très intenses, de très belles rencontres, des moments exceptionnels. Et il y a aussi finalement beaucoup de joie, en fait, dans un tel parcours. Et je pense que on peut y mettre de l'humour aussi. Oui, on peut, c'est vrai, c'est pas facile. Et alors, tu avais quand même envie de dire un petit remerciement à certaines personnes qui t'ont accompagné dans tout ce processus. Alors j'avais vraiment ouais, un remerciement spécial à l'équipe médicale et plus Mm. particulièrement à mon chirurgien, donc docteur Van de Ven, qui m'a laissé la place, qui m'a laissé grandir et qui m'a permis de prendre le temps pour choisir la dernière opération. Ça n'a pas été facile. J'ai mis plusieurs mois à me décider pour cette opération qui entraînait un choix permanent où il n'y avait pas de retour possible. Et lui le savait, en fait, depuis plusieurs mois qu'on allait vers cette décision, mais il m'a laissé le choix et on a progressé ensemble. Et je pense que j'ai beaucoup appris et qu'on a beaucoup appris ensemble. Et j'aimerais aussi je sais que c'est très rare en fait d'avoir quelqu'un aussi à l'écoute. Et je sais que c'est possible parce que je l'ai rencontré et que toute l'équipe médicale, en fait, toutes les personnes qui travaillent avec lui voilà, sont dans cet accompagnement-là. Je sais que c'est pas partout pareil, mais mon message aussi, c'est que c'est possible Mm. dans la situation actuelle, comme quand on connaît voilà, l'état des systèmes de santé en Europe et dans le monde entier. Mais c'est encore possible d'avoir cet accompagnement et de donner le pouvoir aux patients et de faire qu'ils soient acteurs de leur parcours de soins. Et je pense qu'en étant, moi, en ayant été actrice justement de la dernière partie de mon parcours de soins,
quand même de la majorité de mon parcours de soins, j'ai vu la différence entre la première partie où j'ai subi et là où j'ai pris les choses en main. Et ça, c'est très différent en fait comme sensation. Je pense que ma convalescence est beaucoup plus courte grâce à ça. Hmm. L'acceptation aussi de ce qui m'est arrivé, des choix, de tout ce que j'ai subi. Et même si je garde aujourd'hui des effets secondaires, un handicap, finalement, je l'assume complètement et j'ai aucun souci à vivre avec. En fait, je l'ai accepté très vite. Qu'est-ce qui t'a aidé justement à l'accepter? Parce que c'est pas évident d'accepter ça, on résiste en général. Mais c'est pas moi, c'est pas, on s'est trompé, non, je veux pas, allez, le plus court, c'est le mieux. Enfin, qu'est-ce qui t'a aidé, toi, à accepter Je pense avoir pris la décision conjointement avec l'équipe médicale et que ça ne me soit pas imposé, que je sois hmm, consciente des autres choix possibles, des options possibles. Et finalement, quand j'ai dû prendre la décision, donc c'était en octobre l'année dernière, je savais que je pouvais rester dans la situation dans laquelle j'étais, mais qui ne me permettait pas de voyager. Donc ça, c'était vraiment un point problématique pour moi. Et quand je dis voyager, c'était même vraiment de sortir de chez moi. Donc ma qualité de vie était extrêmement impactée. Mais je sais qu'il y a des patients qui préfèrent rester dans cet état-là, en fait, à se dire, je préfère rester comme ça, mais au moins, je n'ai pas d'autre opération, je n'ai pas de handicap, ou un handicap différent. Mais pour moi, c'était inconcevable. J'ai 43 ans, il me reste encore de nombreuses années à travailler et à vivre et à profiter. Et je préférais prendre le risque de cette opération en toute conscience, mais pour une meilleure qualité de vie. Merci, Catel. Et j'ai juste envie de revenir à ce que tu racontais sur ce que tu as vécu en Italie et la question que tu t'es posée quand tu as commencé la conférence, mais qui suis-je? Je trouve que ce serait une belle conclusion. Qu'est-ce que tu as envie de dire justement ou de redire sur mais qui suis-je? Oui, qui suis-je? Aujourd'hui, je suis là pour prendre la parole sur le cancer, sur la sensibilisation, pour donner la parole justement, pour donner une voix aux personnes qui ne peuvent pas la prendre. C'est vraiment ça mon message. Et j'ai envie de le compléter par quelque chose que tu m'as dit et qui m'a vraiment beaucoup touchée, c'est que toi, tu es une statisticienne et que tu n'es qu'un petit point dans les statistiques, mais que tu sais qu'il y a à côté de toi de multitudes d'autres petits points et que c'est justement ça que tu veux, c'est redonner la voix et la parole à tous ces petits points parce qu'ensemble, on va plus loin dans probablement le parcours de guérison. Oui, tout à fait. On est plus forte et c'est tellement plus simple d'être tout ensemble. Tout à fait. Mais écoute, je te remercie beaucoup. Moi, j'ai appris énormément dans ton expérience. Je t'ai beaucoup suivi et ça me touche beaucoup. Et je vais d'ailleurs mettre, si tu es d'accord, les liens où on peut te retrouver, où on peut te suivre, parce que je pense que tu as encore beaucoup de choses à nous donner à tous et à nous faire vivre. Et donc, je vais mettre les liens, entre autres, sur LinkedIn, où tu es quand même très active. Et c'est là que tu as commencé à être connue dans ta démarche. Oui, j'ai fait ce choix de publier sur LinkedIn, qui est un réseau professionnel, Ben oui, parce que je pense que justement qu'on n'en parle pas assez sur LinkedIn, que ça reste encore un tabou au travail, et que pour moi, malheureusement, le cancer atteint des personnes qui sont au travail, en situation de travail, et que c'est important de libérer la parole. oui, tout à fait. Je te remercie et de toute façon, nous, on reste en contact. À très vite, Catel. Très vite. Merci d'avoir écouté Sage Transition, le podcast des défis de la vie. Vous avez aimé? Laissez-nous un pouce, un commentaire, abonnez-vous et partagez autour de vous. Et si vous-même vous avez une histoire inspirante à nous raconter, contactez-nous.